Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Pour des raisons de santé, je présente les nouvelles de mon domicile aujourd'hui. Comptant plus de 8000 cas confirmés, la ville de Montréal est l'un des foyers du virus de la COVID-19. Bien que de nombreuses mesures aient été prises pour atténuer la propagation du virus, les défendeurs affirment qu'un groupe en particulier a été oublié. Un reportage de Lindsay Richardson. Chaque jour, pendant 12 heures, soit entre 8 heures et 20 heures, les sans-abri de Montréal se trouvent dans une situation précaire. Le matin, les abris d'urgence les mettent à la porte. Ils sont donc laissés à errer jusqu'à la tombée de la nuit et attendent seulement que la ville leur tende la main. We worry every day that people are going to start dying on the street. Les travailleurs de première ligne, comme Jessica Keanu, affirment que ces personnes n'y peuvent rien. Après qu'on leur a servi un repas chaud dans un camp rempli de tentes de fortune, ils n'ont nulle part où aller. Les centres d'amitié autochtones ont fermé leurs portes, tout comme la plupart des centres ouverts 24 heures. Les établissements qui demeurent ouverts n'acceptent pas l'argent comptant et il est presque impossible de faire respecter les consignes de distanciation physique. Dans les villes comme Toronto, les hôtels sont utilisés à titre de solution d'hébergement temporaire. San Francisco envisage d'en faire le même. Les hôtels de Montréal ne sont utilisés qu'aux fins de mise en quarantaine. Et bien que la ville mette en œuvre des mesures pour promouvoir une bonne hygiène, telles que l'installation des postes de lavage des mains, les défenseurs déclarent que les solutions d'hébergement appropriées sont nécessaires. So I don't know what the holdup is, honestly. Ce n'est pas le seul problème. D'après les défenseurs, il est difficile de communiquer avec la ville. La menace de contagion persiste et on craint que les droits de la personne soient négligés. The ticketing and kind of the constant presence and the attitude of the police too is not helping in terms of the prevention of the transmission of COVID, which is all of our preoccupation right now. On a accordé un pouvoir exceptionnel à la police montréalaise pour qu'elle puisse réduire la propagation de l'épidémie. Des amendes sont données aux personnes qui ne respectent pas les consignes de distanciation physique. La fin de semaine dernière, la police a remis 2 amendes de 1 500 $ à des jeunes sans-abri qui flânaient dans une station de métro. Dans un incident distinct, un intervenant a reçu une contravention et a été accusé d'obstruction pendant qu'il travaillait. Au Québec, le chien de garde des droits de la personne a décrit la décision comme étant non seulement discriminatoire, mais inefficace. We have been repeating this to Santé publique, to the city, to the SPBM. Une femme a été sanctionnée 2 fois, a-t-elle révélé. $3,000, 2 tickets, and she's laughing. She was literally like, I'm going to wipe my bum with this because it doesn't make any sense. Montréal se remet encore d'une année particulièrement fatale. En 2019, environ une douzaine de personnes sont mortes lorsqu'un refuge connu a fermé ses portes. Voilà une situation de crise pour toute personne ayant été touchée directement ou indirectement par cette fermeture. I just feel like it's very cruel. Like, I think we live in a country, we've seen so many bailout packages, so much money to all different communities and so forth. I just think it's very, very like cruel to allow people to fend for themselves in the middle of a pandemic, and it's also going to affect all of us. Ainsi, dans ce contexte où le virus prend de l'ampleur, les travailleurs de première ligne pensent qu'ignorer ces lacunes fera sonner une fois de plus le glas des sans-abri de la ville. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN. L'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador se dit préoccupée par la décision de Québec visant à permettre aux travailleurs de retourner dans les sites d'exploitation minière de la province. Dans une déclaration, le chef Ghislain Picard a fait part de sa crainte de compromettre les efforts déployés par les communautés autochtones pour ralentir la propagation de la COVID-19. D'après lui, faire prendre l'avion aux travailleurs pour aller et venir dans ces régions éloignées représente un risque pour la santé. De plus, un bon nombre des sites d'exploitation minière de la province sont exploités par un territoire non cédé. M. Picard a affirmé qu'une pandémie n'exempte pas les gouvernements de leur obligation de consulter les Premières Nations. Ce soir, nous vous présentons une carte des Nations du Québec où il y a eu des cas de COVID-19 positifs. D'est en ouest,
il y a au total de 43 cas de COVID-19. Pour la nation Innu, il y a 10 cas confirmés positifs, 8 sont de Uashat-Makmaniutenam, 1 de Notashquan et 1 de Pessamit. 5 se sont rétablis. Pour la nation Mohawk, 12 à Ganawagé et 1 à Aguasasne. Pour le Nunavik, il y a 14 cas confirmés au total, mais actuellement 9 cas actifs. La nation Cri a eu un total de 6 cas, dont 1 à Montréal, mais 2 se sont rétablis. Le diabète de type 2 est une maladie qui touche une grande partie des Autochtones. Il touche une personne sur 4 et de 2 aînés sur 5. Les facteurs de risque pour être atteint du diabète de type 2 sont une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique, le tabagisme et l'embonpoint. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. Utiliser l'énergie provenant des aliments. Il est déjà de notoriété publique que le diabète de type 2 peut entraîner de graves problèmes de santé. Maintenant, avec la pandémie du COVID-19, le diabète est encore plus dangereux. Les personnes vivant avec le diabète ont un système immunitaire qui est un petit peu affaibli par rapport au reste de la population. Et aussi, le fait d'avoir un taux de sucre dans le sang qui est élevé, en fait, c'est un milieu qui est propice au virus pour se développer. Valérie Savard de Diabète Québec dit qu'une personne diabétique risque d'avoir plus de risques d'avoir des complications. Que les personnes qui vivent avec le diabète ne sont pas plus à risque d'attraper le virus, mais sont plus à risque de développer des complications si elles l'attrapent. Ce glucose dans le foie est libéré. Il faut donc, pour savoir, contrôler le taux de sucre le plus possible avec l'alimentation, l'exercice et les médicaments. D'après elle, le stress est aussi un facteur aggravant pour le diabète. Il y a une chose à considérer aussi, c'est le stress. Il y a des gens qui en ce moment peuvent vivre beaucoup de stress et le stress, c'est quelque chose qui va augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire de gérer le stress, mais trouver des moyens le plus possible pour gérer son stress. Savard mentionne que les aliments qui sont non transformés sont un gage de bonne décision pour la gestion du diabète. On essaie d'avoir les aliments qui sont le plus simples possible. Les fruits le plus frais possible. Si ça ne peut pas être frais, peut-être en conserve ou congelé. Quand on va vers le conserve, vers le congelé, si c'est aussi bon, ce qu'on essaie d'éviter ou de limiter, c'est que l'aliment a eu beaucoup de transformations, beaucoup d'ingrédients d'ajouter, de colorants, des trucs comme ça. Savard nous dit de cuisiner le plus possible nos aliments. Puis de cuisiner, on a le temps de cuisiner quand on est à la maison, donc on se découvre une passion pour la cuisine. Et elle nous informe sur les diabétiques qui travaillent dans les services essentiels. Si quelqu'un travaille pour un service essentiel qui doit absolument aller travailler et qui a le diabète, bien là, c'est un peu du cas par cas. Il faut voir cette personne-là, est-ce qu'elle a d'autres facteurs de risque? C'est quoi le travail qu'elle fait? Est-ce qu'elle y a risque à son travail? Donc, il n'y a pas de réponse universelle pour tout le monde. Là. Comme quoi, il suffit de très bien gérer son taux de sucre pour passer au travers de la pandémie du COVID-19. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'ABTN, Montréal. La 36e édition du festival Innu-Nirmu, qui devait se dérouler au mois d'août, a été annulée. Le festival rassemble des artistes de toutes les nations et de tous les horizons et également permet l'émergence de nouveaux artistes en dynamisant le milieu. Sur sa scène extérieure à Maniutenam, le festival invite aussi des artistes non autochtones, favorisant ainsi le rassemblement des communautés. Conséquemment aux mesures prises par le gouvernement du Québec pour annuler les grands événements jusqu'au 31 août, le festival a annulé la tenue de son festival qui devait avoir lieu durant 4 jours. Guylaine Saint-Onge, directrice du festival, mentionne que cette décision est motivée par la santé et la sécurité des festivaliers, des bénévoles et de ses partenaires. Le festival Innu-Nirmu vous donne un rendez-vous en 2021. Au retour, on vous parle des Rangers envoyés en renfort au Nunavik où il y a 9 cas actifs de COVID-19. Restez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Le nouveau coronavirus a atteint les régions les plus au nord du Canada.
Plus d'une douzaine de cas ont été confirmés au Nunavik, la portion québécoise du territoire inuit. Comme le rapporte Tom Fernario, le territoire a fait appel à des renforts supplémentaires pour tenter de ralentir la propagation. Pervanatook est une communauté inuite d'environ 1800 personnes située aux confins de la région subarctique du Québec. Il s'agit aussi de l'une des communautés les plus durement touchées par la COVID-19 au prorata de la population. Elle compte actuellement 7 cas actifs. Everybody is isolated at home. Rangers are patrolling every day. Maggie Asapak est originaire de Pervanatook. Elle fait également partie des Rangers canadiens. Les Rangers, qui sont un groupe de réservistes de l'armée, servent les collectivités éloignées nordiques lorsqu'ils sont appelés à le faire. Au Nunavik, ils y mènent habituellement des missions de recherche et de sauvetage. Mais, à présent, les Rangers sont mis à contribution pour mettre un terme à la propagation de la COVID-19. They've been going around town, starting 9 a.m. to 5 p.m. To see people are isolated at home. Minnie Gray est directrice générale du conseil d'administration de la Régie de la santé du Nunavik. Elle affirme qu'une grande partie de la population du Nunavik, qui compte 13 000 habitants, vit dans les logements surpeuplés. Selon elle, même si le territoire dispose de suffisamment de fournitures médicales à l'ère actuelle, il faut prendre en compte que les 14 collectivités sont toutes éloignées. The reason for asking the rangers to mobilize is that they know people in their community, and they're the ones that are able to communicate well and work with the community. Cependant, les Rangers ne feront pas appliquer les règles si quelqu'un refuse de les respecter. C'est le rôle de la police. Et, même s'ils ont été formés sur la façon d'utiliser l'équipement de protection individuelle, on ne leur demande pas de traiter directement avec les personnes atteintes de la COVID-19. Mais cela pourrait changer si le corps médical se sont dépassés. That would mean that their current mandate would change, and if their task change, then it needs to be approved by the chain of command. Les cas actuels recensés à Pervanatook semblent tous être liés à une même famille dont les membres vivent dans plusieurs ménages. L'une des personnes infectées est hospitalisée, tandis que les autres sont isolés à la maison. Il y a aussi un cas confirmé dans la communauté de Inukjuak. Il y a tout de même quelques bonnes nouvelles. 4 personnes sont rétablies à Pervanatook et une autre dans la communauté de Saluit. D'après Mme Asapak, tout semble sous contrôle à Pervanatook pour l'instant. We have a curfew at 9 p.m. and the people I haven't seen people after 9. The town has been very quiet. Pour le moment, Mme Asapak et les Rangers espèrent qu'elle demeurera tranquille. Tom Fernario, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal. La nation Navajo du sud des États-Unis est l'un des foyers du virus de la COVID-19. La nation est située sur la plus importante réserve des États-Unis. Jusqu'ici, les dirigeants ont annoncé des centaines de cas confirmés et plusieurs dizaines de décès. Environ 40% des résidents n'ont pas accès à l'eau courante, ce qui rend difficile le lavage des mains. Environ 200 000 personnes habitent sur la réserve qui s'étend sur 3 États. La nation observe un couvre-feu de 20 heures à 5 heures tous les jours pour empêcher les rassemblements. Jonathan Nez, président de la nation Navajo, affirme que le nombre de personnes infectées continuera d'augmenter à mesure que davantage de trousses de tests seront disponibles. We're all working hard to fight for our citizens. It's quite disheartening that leaders have to be pitted against one another for getting finite resources like gloves and masks, personal protection equipment. We're trying to raise the awareness that the first citizens of this country are in a way being left at the bottom of the list. Vous avez besoin d'une activité pour les enfants pendant l'isolement? Eh bien, un artiste autochtone a publié plusieurs cahiers coloriés qui sont disponibles en ligne gratuitement. Un reportage de Tamara Pimentel. I've been painting, I would say, since like
Patrick Hunter a commencé à peindre à un jeune âge, mais n'a jamais pensé qu'il en arriverait là. L'artiste ojibwé bispirituel s'est fait un nom avec son style d'art woodland. Il a collaboré avec des entreprises comme la Banque de Montréal et est devenu le premier artiste en résidence pour la Fondation du Prince au Canada. Don't know if I ever started out this life wanting to be an artist, but you know, as an artist, I was always like, what am I doing? Like, what am I doing to contribute to like the greater good and stuff like that? Like painting pictures for people's walls is fun and everything, and it's a pretty, you know, good feeling. But being able to contribute in a bigger way, using something that I'm good at. Ses œuvres sont maintenant utilisées pour aider à revitaliser les langues autochtones. Il a utilisé son art coloré pour créer les cahiers à colorier, disponibles en Ojibwe, en Cri des Marais et en Oji-Cree. The first like 2 weeks or something, I think it got about like 1,500 shares on social media. Kind of blown away by that. It feels good. I've definitely been getting some pictures and stuff and tags on social media about, you know, what their kids are up to. Even and like I said, even adults are into it as well. Pendant cette période où les familles sont coincées à l'intérieur, les livres peuvent être imprimés gratuitement en ligne. That's like a whole new level of like, oh, okay, like I'm doing something that is, I hope, helping in some way to kind of revitalize some language. Un reportage de Tamara Pimentel, Nouvelle nationale d'APTN, Calgary. Après la pause, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec le Dr Amir Kadir. Il nous parle de la cellule stratégique de la nation Innu COVID-19 auquel il fait partie. Soyez là. La cellule stratégie de la nation Innu COVID-19 est un mécanisme de soutien dans le déploiement des mesures d'urgence locales. Via une conférence téléphonique journalière de 20 à 30 personnes se rencontrent depuis près d'un mois. 9 communautés forment cette alliance, auquel des professionnels de la santé médicale et psychosociale sont réunis, autant autochtones qu'allochtones, et de tous les paliers gouvernementaux. Dr Amir Kadir, spécialiste en microbiologie médicale infectiologie, fait partie de cette cellule et nous lui avons posé des questions. Gwendowanush Amir Kadir, merci d'être avec nous. Oui. Pourquoi était-il important de mettre sur pied une telle organisation et quel est selon vous le plus grand défi pour la cellule de crise? Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que si cette crise est si importante, c'est parce qu'elle menace réellement l'ensemble des communautés humaines et surtout les populations les plus vulnérables sur le plan de la santé. Et tout le monde est d'accord à commencer par les communautés Innu elles-mêmes, qui ont beaucoup de problèmes de santé, notamment liés par exemple au diabète, pour n'en nommer qu'un, qui fait en sorte que les communautés autochtones sont particulièrement vulnérables si jamais l'infection au COVID, l'infection au coronavirus se propage dans ces communautés. D'où l'importance d'agir de manière spécifique, adaptée à la réalité, aux réalités des communautés autochtones en général, puis dans le cas des communautés Innu. Et donc, les chefs, les intervenants en santé, Dr Stanley Volant, ont réuni un certain nombre d'éléments. Moi, j'ai été invité par Dr Volant. Il y a aussi le Dr Stéphane Trépanier de la santé publique pour monter une réponse qui fasse en sorte que non seulement ça soit mieux adapté aux réalités locales, mais aussi pour que les communautés Innu soient partie prenante à la fois de la réponse, mais aussi des solutions à venir. Il y a un certain nombre de solutions innovatrices qui ont été mises en place, notamment le fait d'avoir des aires de confinement communs en dehors des maisons qui ont par la suite été utilisées ailleurs. Donc, je pense que c'est très important de constater que cette prise en charge par les communautés elles-mêmes a des effets bénéfiques pour l'ensemble de la société. Bien, il y avait de la prévention, il y avait beaucoup de prévention d'après ce que j'ai lu. Puis, qu'est-ce que la cellule de crise stratégique de la nation Innu a fait pour ces communautés et qu'apporte-t-il comme résultat? Disons que la prévention est au cœur parce qu'on n'a pas encore de traitement, on n'a pas de vaccin. Le vaccin peut prendre beaucoup de temps. Donc, la seule manière qu'on peut se défendre adéquatement contre cette maladie, c'est d'instaurer un certain nombre de mesures d'isolement qui passent par les distanciations sociales dont tout le monde a entendu parler, les distanciations physiques.
et ça a été, disons, mis en application avec énormément de sérieux et de rigueur par les chefs autochtones, par les autorités locales, en s'assurant que les allées et venues étaient très restreintes, puis tout le monde est à la maison et applique un certain nombre de mesures. Mais au-delà de ça, il a fallu prévoir les centres de prélèvement pour les personnes qui sont suspectées, de prévoir des centres de confinement. Dans plusieurs endroits, il y a des hôtels ou des motels ou des résidences qui ont été identifiés pour que si jamais il y a des cas dans des familles où ils sont nombreux à la maison, on puisse sortir ces personnes-là et les mettre en isolement par rapport aux autres. Qu'en est-il des orientations en ce qui concerne la chasse et la pêche? Je pense que c'était une préoccupation qui était très justifiée. Plusieurs des responsables qu'on a entendus, le chef Mackenzie, le chef Pietacho, à de nombreuses reprises, ont souligné le danger que représentait de vouloir absolument s'adonner à cette pratique coutumière, à cette pratique ancestrale qui a, bien sûr, moi je suis un non-autochtone et je ne m'y connais pas beaucoup, mais je peux prendre la mesure et deviner à quel point c'est central dans l'identité même des peuples autochtones, les nations Innu. Mais la situation actuelle est une situation tout à fait exceptionnelle. On interrompt toutes sortes de choses qui sont dans les us et coutumes de tous les peuples, que ce soit les peuples nord-américains, européens, asiatiques. Tous les peuples, toutes les nations ont pris des décisions radicales quant à leur réalité, quant à leurs habitudes. On peut comprendre que si la chasse et la pêche, c'est central dans l'identité Innu, aller dans le café du coin et jaser avec des amis pour un Italien, puis prendre un espresso, c'est aussi important dans leur identité. Mais tout ça, on l'a interrompu. Je pense qu'on a une responsabilité commune. Je suis sûr que beaucoup de gens se posent des questions, mais quand est-ce que ça va finir? Là-dessus, l'équipe stratégique réfléchit. On est supposé élaborer un plan pour que les choses se fassent de manière désordonnée, pour ne pas agir trop précipitamment, puis en voulant absolument retourner à la normale, ensuite se ramasser avec d'autres problèmes qui fassent que ça prolonge les mesures exceptionnelles qu'on a prises qui limitent nos activités. Mm-hmm. Beaucoup de personnes vous connaissent depuis votre implication en politique avec Québec solidaire. Comment cette expérience vous a-t-il apporté dans votre rôle actuel? En tant que porte-parole, j'ai été emmené à avoir des liens avec Ghislain Picard à titre de chef de l'Assemblée des Premières Nations. Donc, toutes ces expériences ont fait que dans des luttes communes, dans des dossiers communs, on a appris à se connaître. Je sais que d'élection en élection, en particulier les Premières Nations, nous donnent un appui, parfois jusqu'à 2 fois l'appui général dans la population. Donc, ça traduit la reconnaissance réciproque de part et d'autre du fait que Québec solidaire a un souci très grand des droits des peuples autochtones. Et tout ça fait en sorte que, quand Stanley a pensé à la cellule, puis a évoqué mon nom auprès de la table des personnes consultées, les gens ont accueilli ma participation. Puis moi, ça m'honore énormément. J'y trouve énormément ça me stimule. Et puis, ça me permet de faire plus ample connaissance avec tous ces amis répartis sur le territoire. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Sylvie. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamet.